Merci Ghislaine de me recevoir. On va se découvrir et se rencontrer. Exactement. C'est Véronique Hurtel du Centre qui m'a guidée vers vous. Oui. Et vous êtes une néo-chamane. Oui. C'est la dénomination que vous donnez, néo-chamane. Néo-chamane. Je ne peux pas être chamane, d'abord parce que je ne suis pas née dans une tribu, quelle qu'elle soit. Je n'ai pas eu le parcours initiatique des chamans. Et puis je crois que les chamans aujourd'hui, c'est difficile parce qu'ils existent, parce que la position du chaman était bien particulière. Elle était dans un village, elle travaillait pour le collectif, et dans une organisation sociale aussi bien particulière. Par contre, qu'est-ce que ça peut être un néo-chaman, hein? Eh bien, c'est quelqu'un qui a cette sensibilité pour voyager dans le vivant. Et aujourd'hui, c'est important, puisque tout est vivant, et qui rejoint en fait un peu la physique quantique, qui rejoint les connaissances. Et donc, le néo-chaman permet de réunir deux façons d'accéder à la connexion au monde. Voilà. Vous voulez dire qu'en fin de compte, la science vient conforter et confirmer ce que les chamans font depuis toujours, c'est ça? Et que les deux voies se rencontrent? Oui, c'est-à-dire que, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est la vision de l'étude de Pierre Clastres sur certaines tribus. Parce que tous les chamans ou toutes les tribus n'ont pas du tout la même vision du monde. Or, dans le monde, il n'y a que deux visions. C'est quand même, alors que le monde est riche et multiple, il y a deux façons de voir le monde. Et dans le chamanisme qui m'intéresse, c'est une façon où c'était le un était l'ennemi, c'est-à-dire que c'est la société contre l'État. Ils pressentaient que d'être en forme de pyramide, quelqu'un qui détient la vérité et où tout le monde va aller dans le même sens, pouvait être dangereux. Donc, ils ont travaillé à l'horizontale, en cercle, ce qui fait que tout est vivant. De la plante, du caillou, tout est vivant. Et en travaillant sous cette forme-là, ils ont apprivoisé le monde et ils sont rentrés dans une forme d'ADN, dans une notion du temps très différente, de l'espace aussi. Et certaines de ces perceptions du monde, aujourd'hui, on les retrouve dans la physique quantique. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais je dis bien, c'est un petit groupe de quelques chefferies. C'est pas commun à tous. On peut trouver en Russie ou ailleurs d'autres expressions du chamanisme. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier cette culture, de l'associer à mes aptitudes, parce que bon, ça fait partie aussi de cette sensibilité. Et pour moi, ça m'a sauvé la vie, en fait, cette rencontre, parce que j'ai pu voyager avec des repères nouveaux, mais qui m'ont sécurisé, pour aujourd'hui être capable d'associer des repères divers de cultures différentes et d'oser aller dans cette troisième voie qui, à mon avis, va être un peu indispensable pour vivre la période de transformation ou de mutation, plutôt mutation, qui nous est proposée. Voilà. Mais alors, justement, comment cette rencontre, quand vous dites cette rencontre, c'est la rencontre avec le chamanisme? Oui, c'est le rencontre avec le chamanisme. Quand je dis que ça m'a sauvé la vie, c'est parce que moi, je suis née dans une famille, si vous voulez, où depuis toujours, par exemple, mon grand-père parlait à son père qui était décédé. Ah bon? Ma grand-mère faisait tourner les tables. Vous êtes de quelle région? Dans le sud. Je suis cévenole. D'accord. Ah, et c'est donc, beau, oui. Mais en fait, que ce soit du côté de ma mère, qui était espagnole, ou du côté de mon père, on a toujours eu des aptitudes à voir avant. Et dès que j'étais petite, ma première vision, je devais avoir 3-4 ans. Donc, cette ouverture de l'expression de la vie, ça m'a gênée que quand je suis arrivée à l'école, parce que à ce moment-là, vous êtes une sorcière, vous êtes une folle, et puis ce qui paraît pas extraordinaire dans la maison, qu'on guérisse le feu ou des choses comme ça, c'est facile. À la maison, ça n'a pas de portée, de pouvoir quelconque. C'est juste une façon de vivre. Et quand j'arrive à l'école, donc j'ai dû passer quelques années très difficiles,
parce que c'était un isolement complet, où on venait me voir en cachette quand on avait besoin de savoir des choses. Donc après, j'ai fait ce que souvent les gens font quand ils ont peur d'être marginalisés. J'ai essayé d'être normale en faisant une réussite financière. Parce que les gens normaux sont les gens riches. C'est très bien, n'est-ce pas? Donc, et puis il y a une seconde chose, à la normalité, il y a aussi avoir des enfants. Parce qu'on sait très bien qu'une femme qui est mariée, qui a des enfants et qui réussit professionnellement est quelqu'un de complètement normal, à qui on peut faire confiance. Et donc, la première partie de ma vie, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment brillamment réussi. Qu'est-ce que vous avez fait alors comme métier? Comme métier, la vie m'a amenée d'abord dans la restauration, où j'ai monté une auberge et puis un hôtel. Et puis j'avais 19 ans quand même, pour ma première affaire. À 18 ans, j'étais une des premières vendeuses de tout l'univers, pour vous dire. Donc c'était vraiment... j'ai arrêté l'école très tôt, parce que je ne me supportais pas dans ce schéma. Et puis j'ai dû reprendre un groupe immobilier que j'ai dirigé, qui était au bord de la faillite, et que j'ai pu sauver la faillite. Et à ce moment-là, j'ai vraiment donné de l'expansion. On était un des premiers groupes de France. Donc c'était important, j'avais 30 ans, j'étais quelqu'un d'important. Vous portiez des tailleurs? Tailleurs, très gros maquillage, des super chapeaux. Et je fumais beaucoup, je buvais beaucoup aussi. Ah oui? Ah oui, et je travaillais énormément. Est-ce que vous aimiez ça? Est-ce que vous étiez bien dans cette vie-là? Dans la première partie, oui, parce que j'avais l'idée que j'affirmais que j'étais comme tout le monde, et au-delà de comme tout le monde, c'est-à-dire vraiment quelqu'un d'important. C'était ça qui était, après avoir été dans l'ombre pendant des années, d'être la sorcière, c'était vraiment ça. Et à un moment donné, j'ai eu quand même une alerte, parce que j'ai mon fils qui avait 6 ans, qui a eu un cancer. Donc ça m'a ramené à quelque chose d'un autre ordre et d'un autre combat, où on apprend que l'importance, ça n'existe pas. Et surtout qu'il n'y a jamais eu de guérison à son époque pour des enfants qui avaient ce type de cancer de la vessie. Et là, j'ai fait un parcours pendant plusieurs mois où j'ai rencontré, comment dire, tout le parcours qu'on fait avec la vie, c'est-à-dire qu'au départ on est en révolte, parce qu'on pense qu'on a fait une faute quelconque, donc on devient un vrai petit marchand. Puis on pense qu'il y a des guérisseurs, des gens fabuleux qui vont aider à se battre contre Dieu. Et puis ensuite rien ne marche, et c'est ce jour-là qu'on rencontre la prière, la vraie, celle où on pense que Dieu écoute. Et moi j'ai eu cet instant magique où j'étais persuadée que Dieu écoutait, et je ne voyais pas ce qui se passait, parce que je pensais qu'il allait sauver mon fils. Je n'étais même sûre, c'était pas possible que mon fils meure. Et en plus, moi qui vois les choses avant, je ne voyais pas mon fils mort. Je ne pouvais pas le voir. Et un jour, le professeur Lemerle, à Villejuif, Gustave Roussy, m'a attrapé et m'a dit, vous savez, on ne vous a jamais promis la vie de Guillaume, et puis c'est fini. C'est fini. Et je ne comprenais pas ce mot, c'est fini. Ça ne voulait rien dire. Alors je crois que je l'ai poussé, j'ai aucun souvenir de ce que je lui ai fait. Mais je suis rentrée dans la chambre, et je me souviens que là j'ai réalisé qu'il était vraiment mal. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Je n'avais pas vu qu'il avait maigri. J'avais pas vu. Vous avez tout effacé en fait parce que ça vous dérangeait Oui, puis je riais beaucoup, je m'occupais des autres enfants, j'étais quelqu'un de joyeux dans cet espace où il y a aussi la joie, même dans l'horreur il y a la joie. Et là par contre je voyais qu'il était à la fin, alors j'ai prié, comme on prie en pensant que Dieu écoute ce jour-là. Et j'ai dit, parce que je lis beaucoup, et je disais, comme on fait dans les livres, Seigneur, prends ma vie. Une mère qui donne sa vie à son enfant, c'est tellement normal. Et à ce moment-là, il y a eu un cri au plus profond de moi qui a dit non. Et j'ai compris que je n'étais pas capable de donner ma vie. Et qu'il avait sa vie, que j'avais la mienne. Alors, je l'ai quitté. C'était la première fois que je l'ai quitté. Et je m'en voulais. Je me disais, mais je suis la mère la plus terrible sur la planète. Je ne suis pas une mère. Vous voyez ? Et donc, je ne sais pas comment j'ai fait, parce que Gustave Roussy, c'est assez loin de l'église La Madeleine, surtout pour une protestante. Mais je me suis retrouvée à l'église La Madeleine. Et pour la première fois, j'ai découvert ce que voulait dire tomber à genoux. Tomber à genoux. Je suis tombée à genoux.
Et je me souviens avoir dit, ok, c'est ton enfant, c'est pas le mien. Mais fasse qu'une chose, si tu dois le prendre, fasse que je puisse le supporter, parce que j'ai 2 filles qui m'attendent. Et à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, je suis sortie de mon camp. Et je me suis retrouvée dans ce que j'ai appelé la tache marron. Bon, c'est pas poétique, je sais, les autres voient des anges, des trucs, moi ça n'a pas été mon truc. C'est une belle tache marron. Et j'ai réalisé que j'étais, non mais c'est vrai, ça paraît dingue. Et j'ai réalisé que j'étais dans la tache marron au moment, enfin, il y avait une sensation, c'est que toutes les questions, toutes les réponses étaient en même temps. Il n'y avait pas d'espace. C'est comme si je pouvais, pas de temps, pas d'espace, et comme si je pouvais connaître le moins de cheveux de qui que ce soit. C'était à la fois être dans l'infiniment petit et l'infiniment grand. Mais tout ça, c'est des mots. C'était vraiment une sensation. Et j'ai senti que je revenais quand une phrase est venue qui m'a dit « Mais tu peux pas avoir peur qu'il aille là. » C'était pas possible. Et à ce moment-là, je me suis vue en bas. D'accord. Mais alors comme une misérable, hein, la vraie misérable, hein, vraiment. Et là, ça m'a fait, comme quand je rentre dans les cailloux, comme quand je rentre dans les objets, ça m'a fait un V, un entonnoir. Ouf, cette impression, on tombe dans un poids, soit ici, et j'ai vomi. Et je me suis sentie vraiment en paix, quoi. Mais vraiment en paix. Et donc je suis retournée à Gustave aussi, je leur ai dit, bon, c'est fini. Eh bien, je le prends. On m'a dit, mais non, vous ne pouvez pas. J'ai dit, je le prends. Parce que s'il doit mourir, puisqu'il va mourir, je veux qu'il meure chez moi en Cévennes. Alors on a beau être à Paris, je le prends. Et donc je l'ai amené de force, des charges et tout le reste. Donc c'était un peu un film de Tati, hein, moi le petit, les gens qui criaient, enfin c'était bien. Et mes sœurs sont venues m'aider. Et donc on est allé, parce qu'il n'y avait pas d'avion pour le soir, là où étaient mes sœurs, rue du Cotentin. Et le petit était là, il souffrait énormément. Et il hurlait, la concierge, les voisins sont venus, on croyait qu'on le maltraitait. Et avec une de mes sœurs, on s'est rendu compte que les pics qu'il faisait de cris, ça nous rappelait nos accouchements. Et on est rentré dans un système de délire collectif, en fait, entre femmes. On n'était que des femmes autour. Et on s'est mis à lui faire le chien comme quand on accouchait. Mais sans savoir pourquoi, c'était vraiment un truc incroyable. C'était vraiment incroyable. Et il a fait des morceaux par la verge. Il a fait des morceaux. Des morceaux glaireux par la verge, des morceaux de tumeur par la verge. Et donc, moi j'ai vite ça, attrapé ça quand ça a été fini, parce que du coup ça coulait, il pouvait enfin faire pipi. Je l'ai attrapé, je l'ai vite amené en pleine nuit à Gustave Roussy, à la NAPAC, pour leur dire, ben voyez, regardez. Bon, le lendemain, on m'a dit, calmez-vous, etc. Donc, j'ai dit, ben, c'est pas grave, on va à Saint-Jean-du-Gard, puisque c'était là où on était. Et on est allé à Saint-Jean-du-Gard. Puis au bout de 15 jours, j'ai rappelé le professeur Lemaire, et j'ai dit, vous savez, il fait pipi, il va bien, alors. Il m'a dit, bah, vous le montez. Et on a pu commencer, pouvoir faire une opération, parce qu'il y avait assez, et il a été sauvé. Et donc, quand j'ai fait ce voyage avec Guillaume... Donc il est toujours là, Guillaume? Non, parce que 20 ans après, 20 ans après, j'étais dans... C'était pour mon anniversaire, on était dans le boulevard Champs-Élysées, je l'ai vu arriver, et là j'ai su que ça allait rechuter. Et il a rechuté. Et il y a eu 3 ans difficiles. Mais en plus, quand vous voyez, vous savez, quand on parle des voyances, il faut pouvoir voir aussi. Voir quand son père meurt, quand son fils va mourir. Donc, c'est pas facile de voir. Parce qu'il faut assumer le fait de savoir et de pouvoir faire en sorte juste qu'on le vive le mieux possible. Mais est-ce que ça peut pas aussi être le fait de voir un incroyable cadeau parce qu'on sait que ce temps-là est ultra précieux et qu'on peut en faire le meilleur? Ça peut être vu comme ça, mais en fait ce qui se passe c'est que quand on voit, et là j'ai eu beaucoup avec la deuxième épreuve de Guillaume, j'ai eu beaucoup à travailler ça, où j'ai fait ça Jacques de Compost, je suis allée en quête de vision, j'ai fait beaucoup de choses pour traverser cette époque, cette épreuve et être près de lui, mais c'est comment vous dire, c'est-à-dire que quand on commence à sentir
que la vie de chacun appartient à chacun. Mm. C'est juste accepter ce qui est. Et la prière, c'est oser demander, s'il te plaît, même si c'est change d'idée, hein, change la vie, que la vie change, qu'elle n'aille pas dans son objectif. Et c'est vrai, j'ai eu un autre miracle avec lui après, puisqu'il est mort dans mes yeux et j'étais prête, et que j'ai pu l'accoucher. Ça veut dire quoi, il est mort dans mes yeux? Quand ça a été la fin, il a enlevé son masque à oxygène. Et donc je lui ai dit ça va pas, j'appelle. Il avait quel âge, excusez-moi? 27 ans. Et je lui ai dit ça va pas, j'appelle l'infirmière, et puis tout d'un coup, je lui dis non, là on est dans autre chose. Et j'ai poussé l'infirmière, et là j'ai senti, pas la maman, la mère, c'est totalement différent. On rentre dans un système qui est le vide, c'est autre chose. Et là j'ai pu l'accompagner, lui dire qu'il est devenu un super homme, que c'est un homme merveilleux qui s'est bien battu. Et dans mes yeux, je pouvais lui dire va vers la lumière. Mais j'étais pas du tout angoissée. Je savais, je voyais l'énergie. Il était énorme. Je savais parce que quand je suis arrivée, ça faisait quelque temps que j'avais pas vu. Je lui avais dit Guillaume, t'es énorme. Il me dit maman, j'ai encore maigri. T'es énorme, ton énergie. T'es énorme, c'est pas possible. C'est vrai, il était prêt d'accoucher, c'était sûr. Et donc je pouvais, et j'ai pu l'accompagner dans cette ultime démarche, hein, dans cet espace-là, de le mettre aussi au monde, mais s'il est mis tout seul, mais d'être là, en tout cas, dans cet ultime moment. Donc ça a été un beau cadeau, et tout le travail qui a été fait avant a permis ça. Parce que ne pas avoir accès à la prière dans la demande, c'est compliqué. Donc en fait, c'est avoir accès à ce qui sera dans l'acceptation. C'est autre chose. Donc on n'est pas dans une prière de mendiant, on est dans une demande d'ouverture du cœur. C'est complètement autre chose. Et c'est ce que m'a appris 20 ans après la seconde épreuve. Voilà, donc tout ça pour vous dire quoi. Quand vous dites la seconde épreuve, vous parlez de quand Guillaume a eu sa rechute? Oui, parce que dans la première épreuve, j'avais rencontré Dieu à ce moment-là. J'adorais travailler avec les enfants parce que je m'occupais des autres enfants à côté de lui. Et je pensais que j'allais consacrer ma vie à ça. D'accord. Dans votre langage, donc vous êtes... il y a eu la première période de votre vie, vous avez caché un peu votre côté sorcière, chamane. Tout à fait. Ensuite, vous avez eu cette carrière. Et maintenant, je dirais que maintenant, vous utilisez avec aisance des termes qui pourraient être vus comme un peu perchés par certaines personnes. Comment vous assumez, comment vous avez intégré le fait de pouvoir parler de vision, de Dieu, de prière, avec une telle liberté? Quel a été le déclic en vous et comment on intègre ça quand on le vit je crois que ce qui m'a... D'abord, quand j'ai trouvé des rencontres chamaniques où, par exemple, quand je rentre dans les cailloux, je le disais à personne. Et quand je me suis retrouvée en Colombie avec des gens qui y rentrent tous les jours dans des cailloux et qui me disent « Oh, t'as vraiment de la chance, c'est facile !» Je me suis dit « Je suis pas folle. » Toujours ce problème de folie depuis l'origine. Donc, leur rencontre m'a surtout amenée à me sentir bien avec moi. Mais ce que j'ai essayé de faire quand j'ai arrêté les affaires, ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être quelqu'un qui s'approchait de l'autre d'une façon cartésienne. Donc, je suis devenue psy, avec une formation psy. Et j'ai adoré la PNL, par exemple, comme outil, parce que c'était quelque chose de très cartésien. Hein. On disait, on fait ça, on arrive à là. Il y a une méthode, il y a un processus. Il y a un processus. En plus, je trouvais ça magnifique parce que les professeurs donnaient les informations gratuitement, enfin, on payait, mais quand on travaille avec les énergies ou avec des états modifiés de soi-même, on apprend sur le tas. C'est l'expérience qui fait qu'on va avoir la connaissance. La connaissance ne vient pas avoir l'expérience. Or, avec la PNL ou avec les formations psy, on me donnait la connaissance avant même d'expérimenter. Sauf que je faisais ma thérapie, mais c'était fabuleux pour moi. Je disais, c'est incroyable, on est au dessert avant même d'avoir mangé. Alors, c'était super. Et donc, ce qui m'a intéressée, c'est travailler la mort, puisque c'est ce que je faisais de mieux. Donc, pendant longtemps, j'essayais de travailler, j'appelais ça les maternités de l'âme, c'est-à-dire de pouvoir mourir à terme. Hein, c'est-à-dire en ayant vécu.
Et puis, j'ai trouvé que ce qui était aussi très tabou, c'était le sexe. Donc, j'ai fait une spécialité sexo. Et là, dans l'approche de la sexualité, j'ai vraiment rencontré le sacré. Et c'était beaucoup plus facile de parler de Dieu quand on approche le sexe. C'est super. Donc, là, ça m'a permis d'avoir un côté très terre-à-terre. Et aussi d'avoir un langage qui permet de montrer aux gens à quel moment ils touchent cette énergie et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'y va pas. Hein? Donc mon côté, comme le fait que j'ai beaucoup de gens qui sont dans des professions un petit peu d'affaires ou des choses comme ça, j'ai ce côté qui va très très vite. Je peux très voir une réunion, un coaching, c'est sans problème pour moi. Donc il y a tout ce langage qui est facile. Mais l'être au fond de lui-même, il n'a qu'une peur, c'est mourir. Donc apprendre à vivre, c'est à oser vivre, c'est diminuer sa peur de mourir. Donc on est constamment obligé de travailler la fin des choses pour trouver le goût des autres et de l'inconnu. Donc ça m'est facile, en fait, je crois, parce que je suis avant tout quelqu'un de terrain. C'est ça. Et puis vous savez, il y a quand même une chose, c'est que quand on est dans le chamanisme, je crois que comme dans la poésie, comme dans l'art, quand on est bien connecté à la terre et au cœur, on laisse parler la muse. C'est pas soi qui parle. Selon les groupes que j'ai ou selon les gens, il y a des moments, je sens ça vient. Bon. Des fois même, je suis étonnée de ce qui va être dit. Ou je suis surprise par la poésie, parce que souvent, ce qui est impensable se dit avec de la poésie. Il n'y a que là qu'on peut aller en profondeur. Et quand elle sort toute seule. C'est pas moi qui l'a fait. Des fois, je suis très étonnée. Donc, c'est cette capacité à laisser passer la vie. Voilà, c'est juste laisser passer la vie dans sa bonne tonalité, avec ce côté médium, mais juste dans le fait du canal, mais pas le canal qui a du pouvoir ou qui va chercher quelque chose. Si on va chercher quelque chose, on trouve que soi. Alors que si on n'attend rien, on trouve l'ensemble, c'est quand même autre chose. Vous voyez? Je vois tout à fait. Moi je dis on est au service de la vie. Oui, c'est tout à fait ça. On danse avec. Et je trouve que aujourd'hui c'est très compliqué d'être présent au vivant. Et si je fais le travail que je fais, par exemple quand j'ai fait ce travail sur le néo-chamanisme, que je fais cette formation, c'est parce que je crois que c'est un travail de résistant. Ramener l'homme au vivant, c'est le seul moyen pour qu'il comprenne que on est au bord du gouffre. Et que donc, c'est la peur du gouffre n'empêche pas, empêche aujourd'hui, on est comme, j'ai l'impression d'être Noé, vous savez. Noé, il était là avec sa barque, là, et il faisait rentrer deux espèces, tout le monde était mort de rire. Mais j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. On va dire, attention, faut arrêter, quoi. Et bien, ça fait la même chose, et c'est très difficile de trouver le ton, de trouver la façon de toucher l'autre pour le ramener au lien, le ramener à soi, le ramener à l'amour surtout, et à la joie. C'est fou ce que la joie a disparu. On rencontre beaucoup l'hystérie, ces grands happy, super, extra, mais cette joie de tu veux du pain, c'est quelque chose qui est pour moi important à faire naître, car bien sûr on ne pourra pas éviter ce qu'il y a à vivre. J'en suis sûre. Et comme je vous dis, quand on voit. Mais quel que soit ce qu'on a à vivre, c'est fait pour nous. Ce sera juste comment on va le vivre. Vous voyez, comme quand je vous disais pour mon fils. Bien sûr, c'était dur. Mais bon, il faut le vivre. Alors, comment on va faire cette route? Et quelles sont les perles de joie qu'on va trouver au milieu de cet enfer par moment? C'est ça qui m'intéresse. J'ai des centaines de questions. C'est terrible, là, rien que de vous écouter, mais j'en ai des centaines qui jaillissent dans ma tête. Je vais essayer de les garder. Juste une dernière sur le chamanisme. Comment vous avez rencontré le chamanisme? J'aimerais que vous me racontiez la rencontre avec le chamanisme. Est-ce que ça a été concrètement? C'est quoi ce parcours de chaman? La rencontre, c'est que, par exemple, la première fois que j'ai rencontré des chamans, il y en avait 4. On me dit, oh, t'as eu une chance terrible. On était dans un endroit interdit des Andes, dans ce village. Et en fait, il y avait les enfants, il y avait tout le monde dans une cérémonie qu'ils appelaient ça, c'est pas la purification, ils avaient un autre mot. Tout ce que j'ai fait, c'est rire.
Et avec les gens avec qui j'étais, on a pété comme des fous. Voilà. Donc ma rencontre avec le chamanisme, c'est réellement pété. Et en plus, on se gelait, ce qui fait que quand on sortait la couverture, c'était épouvantable. Donc on rentrait, c'était... Et je disais, et tout le monde criait, et puis il disait, il y avait des monstres, alors ils nous sortaient des petites lumières comme ça, je disais, mais c'est n'importe quoi. Mais je trouvais ça n'importe quoi, vraiment n'importe quoi. Donc ma première cérémonie, j'ai cru vraiment que je trouvais la cérémonie du rire, et ça m'a rappelé Osho quand il nous faisait faire les trucs de, enfin, le travail d'Osho sur le rire. Donc je disais, mais là vraiment j'ai passé une nuit à rire, à rire, à rire, et à croire à rien. C'est incroyable, hein. Et par contre, le lendemain, j'ai osé dire, par exemple, là il devrait y avoir une source, là il devrait y avoir ça. Et celui qui était avec moi, qui était un ethnologue, qui s'appelait Kike, a traduit à la personne qui était là, l'Indien qui était là, il a dit oui. Et ça s'appelait la source de la fertilité. Et j'ai commencé à oser dire pour la première fois des choses qui me venaient, des sensations. Et puis je suis allée dans un lieu à Saint-Augustin, en Colombie, hein, et il y avait des statues. Et j'ai commencé à rentrer dans les statues. Et c'est là où j'ai touché les portes de la... cette porte de la mort, en fait, cet état. Et je voyais des cérémonies, vous voyez. Donc, je ne sais plus comment ça en parler, mais c'est oui, ça c'est ça. Mais bon, on est revenu de là très perturbé. On fait une côte avec mon mari, mais j'ai commencé à me dire... La terre sait, et si je me branche à la terre, je sais. Donc, quand je suis retournée quelques temps après, je suis allée faire l'initiation toltèque. Il y avait Maud Séjournant, Miguel, etc. Et on a fait à un moment, c'était une... Ils appelaient ça la terrasse des papillons, quoi. Et la terrasse des papillons, c'est une terrasse avec un trou que vous croyez que c'est pour enlever l'eau, hein, comme une douche. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans les pyramides, hein, c'était ça. Et moi, on avait marché, on avait fait des trucs, on se branchait partout, j'étais fatiguée. Donc je les ai vus, il fallait respirer le trou. Bon, j'ai dit, ça va. Ça va bien le trou, le papillon, je sais pas. Et je me suis assise. Et puis, mon pied a commencé à bouger. Comme ça le fait souvent. Et là, il s'est bougé, à bouger. Et tout d'un coup, je me suis vu m'envoler. Et j'ai commencé à danser. C'était incroyable. Et quand je suis revenue à moi, mais ils étaient tous autour de moi en train de faire un homme. Et j'ai senti l'envol. Et donc, Maud, ces jours-là, m'a dit après, tu sais, il y avait un guide qui était là, il disait, bah, c'est la danse que faisait à l'époque là-bas. Et donc, le soir, quand on est allé, on a vu une danse, j'ai dit, bah, elle m'a dit, toi, c'était ça. Ah, franchement, maintenant que je ne l'ai pas vu, parce que moi, ça m'aurait fait peur. Et donc, ça revenait à la terre. Et quand on a été là-bas, c'était la même chose. Et il y a un moment où on nous montre la maison des femmes. Ça a changé ma façon de travailler, définitivement. La maison des femmes, des maîtres femmes, hein, qu'il y avait chez la Teotihuacan, hein, dans cette civilisation toltèque. Donc, à nouveau, il y avait un petit trou qu'il fallait à nouveau qu'on respire. Je respire ce petit trou. Et là, je sens une énergie, mais... Elle me fait partir de l'autre côté, c'était violent. Et donc, je vais voir toujours Maud et je lui dis, c'est pas la maison des femmes, ça. C'est pas possible. Ça, c'est les hommes. Je te jure, ça, c'est les hommes. C'est un truc, c'est que des pulsions, c'est une violence, c'est... Je sais pas, c'est le monde de la nuit, la nature, quoi. Il y a un chien de trop, on le tue. Enfin, voilà, tu vois. Alors, il y avait Brandt aussi, ils disent, non, je t'assure, c'est la maison des maîtres femmes. Et ça m'avait... J'en étais malade, je dis mon Dieu, alors la terre doit tricher parce que je comprends pas bien, hein, puisqu'ils disent que c'est l'énergie des femmes, et que pour moi c'est l'énergie des hommes. Et puis on fait la pyramide du soleil, pouf, je m'envole. Je dis, mais attends, là on est chez les femmes, c'est beau, c'est léger, c'est la poésie même, c'est de la musique, mais ça peut être que féminin, un truc comme ça, attends, je vois bien que c'est féminin. On dit, ah non, ça c'est l'énergie du soleil, c'est les hommes. À côté de la plaque. Là, c'est pas possible. Alors, je me dis, je peux plus me fier à la terre. Et c'était important parce que parler du chamanisme, c'est se connecter, pas se projeter dans quelque chose, se raconter une belle histoire avec son inconscient. Il faut quand même avoir l'information. Et donc, après, j'ai commencé à travailler cette connaissance. Et j'ai une amie qui m'a dit,
mais pourquoi? Fais-toi confiance. Qu'est-ce que tu sens de là? Je dis, bah écoute, je vais travailler le féminin. Et j'ai commencé à travailler le féminin à ma façon. Et je me suis rendu compte que les femmes étaient comme la terre. C'est particulier. Le ventre des femmes et le ventre de la terre, vous pouvez écrire l'histoire, c'est la même. La même chose. Et c'est ce qui a été le début de notre civilisation. C'est-à-dire, quand vous pensez que l'herbe dont on se moque, hein, le végétal savouré, on le sait, mais c'est à cause d'un petit épeautre, l'épeautre, qu'on a eu envie de cultiver. Quand on a cultivé, il a fallu protéger la récolte. Et c'est ce que de nomades, on est arrivé à être sédentaires. Cette récolte a demandé, comme elle était protégée, le goût de la propriété. Et que l'autre n'y avait pas accès. Et si vous regardez, quand le monde s'est construit, il y a eu 2 fois pour laquelle on se bat. La terre, et on rapte les femmes, le ventre. Pourquoi? Parce que quand on met la graine, ça pousse et on devient riche. Quand on met la graine, ça pousse et on a plus de mains, plus de soldats, plus de paysans. Si on prend la terre, aujourd'hui, on la viole, on la pille, on y fait de tout. Et bon, on attend qu'elle se secoue, on se dit elle va y arriver ou pas. Bon, on pense là que ça va quand même bouger, mais on ne la prend pas pour quelqu'un d'intelligent. En fait, même Monsanto, il s'occupe des semences, mais jamais de la terre. D'ailleurs, il arrive à la rendre stérile. Quand on regarde les femmes, c'est la même chose. On les pille, on les viole, on les enferme, on les prend pour des vaches. Selon, ça a toujours été, il n'y a pas si longtemps que ça qu'on fait des choses. Et vous les voyez se révolter. Aujourd'hui, vous avez des armes faciles. On n'a pas besoin d'être costaud pour le faire. On est plus nombreux. On devrait pouvoir avoir un moment de révolte. Quand je vois au Congo, quand je vois en Centrafrique, quand je vois en Irak, quand je vois partout. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de viols qu'avant, il y a autant de maltraitance qu'avant, qu'on épouse des filles de 12 ans, quoi que c'est fait. Mais est-ce que la révolte doit passer par la violence? C'est là où, qu'est-ce qui fait qu'une femme qui va avoir l'utérus complètement abîmé, etc., va rentrer au village, va recultiver la terre, et si elle peut avoir encore un enfant, elle continue. Qu'est-ce qui fait qu'après la guerre, chaque fois que tous les hommes meurent et que les femmes restent, qu'elle supporte l'horreur, qu'elle supporte des hommes qui ont le soleil qui s'est éteint au fond des yeux, et qui arrivent avec une violence terrible, qu'est-ce qui fait qu'elle tienne? Et cette énergie de tenir, jusqu'à ce que, même dans n'importe quelle horreur, des fois on voit des lieux horribles, et puis on voit une petite plante verte qui pousse, on voit des femmes dans des conditions horribles, et puis on voit un rire tout d'un coup qui passe. Qu'est-ce que cette énergie féminine, qui n'est pas forcément l'énergie de la femme, mais cette énergie féminine, elle a une force, une dureté. Et je crois que cette sensation que j'avais en disant ça c'est féminin, c'est vrai. On est dans le monde de la nuit. On peut affronter la terreur parce que quelque part on n'a pas peur de l'inconnu. Alors que si on prend le masculin essaie de faire que le monde n'ait plus de souffrance et pas de mort. Donc il invente un autre monde. On invente la poésie, on a créé le système analytique, on pense les choses, on veut montrer que Dieu s'est planté, on pourrait faire des choses sans se faire mal, et on crée le monde d'aujourd'hui, qui est un monde essentiellement à 100% masculin. La mort n'existe plus, il n'y a plus de place pour. On crée des choses pour... on ne sait même plus que la terre nous porte, donc je veux dire, on est quand même arrivé au sommet. Et le masculin aime les mots, il aime créer toujours quelque chose. Par exemple, si on prend un bateau, et qu'il y a 10 personnes, il y en a un de trop, le masculin va combiner, peut-être qu'il y en a un qu'on met dans l'eau, et puis après on revient, sauf que tout le monde est mouillé, on attrape la crève, on meurt tous. Mais le féminin, supposons, on va peut-être tuer un à l'eau. Le féminin. Et c'est très étonnant quand on le prend comme ça, parce qu'on est tous féminins et masculins. Bon, je crois que quand on a un vagin, on est évidemment soumis à l'inconnu, puisque on va porter un enfant, donc il faut porter un alien, entre guillemets, sans angoisse, hein, puisqu'il faut laisser faire. Et regardez que qui c'est qui a envahi le ventre, c'est le masculin. On met des vidéos, on veut tout savoir, enfin je veux dire, comme si on ne pouvait pas laisser tranquille les choses. Oui, être enceinte aujourd'hui, c'est quand même un parcours du combattant. On est tous les 3 mois, on essaie de savoir ce qui ne marcherait pas. C'est compliqué. Et il y a plein d'intrus, et si vous êtes angoissé, qu'est-ce qui se passe?
Si vous êtes angoissé, on va dire, tu te rends compte, l'enfant, on l'a vu, là, la vidéo, il marche pas bien. Il y a la belle-mère qui peut le regarder, le grand-père, enfin tout le monde. Enfin, votre ventre est devenu un espace public. Ah, on se demande comment il va faire, le petit. C'est vrai, il me stimule en plus. Terrible. Enfin bref, pour vous expliquer que le masculin, c'est comprendre. Et quand on regarde les grands chercheurs de la physique quantique, comme ils vous disent, pour bien comprendre, il faut détruire. Parce que si je veux savoir de quoi il fait ça, il faut que je le casse. Et que je l'écrase de plus en plus petit. Le féminin, je mets ça. Et je me connecte. C'est complètement différent. C'est-à-dire qu'on ne met pas des mots. Le verbe est magnifique aussi, parce que le masculin est magnifique, sinon on n'aurait pas cette poésie. Mais la rencontre, et c'est là où la rencontre chamanique, quand on me dit, bon alors qu'est-ce que tu vas faire comme formation, etc. Je dis, attends, je ne le sais pas. Je vais faire un programme très joli, comme sur ma pyramide au soleil. Magnifique. Si je rentre dans mon féminin, je ne sais pas où je vais l'amener. Il y a des groupes où des fois je les amène dans des endroits où moi-même ça me fait peur. Parce que je les découvre avec eux. Je suis juste l'espace qui s'ouvre. Et quand moi je m'ouvre, on s'ouvre. Mais je suis qu'un parmi les autres. Vous voyez? Donc, cette rencontre avec le chamanisme, ça a été cette rencontre aussi avec le féminin et le masculin. Et après, quand j'ai rencontré, alors que ce soit avec le bleu, enfin plein d'autres chamans, bien sûr, j'ai vu le rituel de la roue. Et la roue de médecine, pour moi, c'est devenu quelque chose que je connaissais, mais depuis la nuit des temps. Mais c'était... Donc vous croyez aux vies antérieures, ou comme si vous étiez dépositaire d'un héritage qui vient d'ailleurs? Mais les vies antérieures, aujourd'hui, on n'est plus à se poser la question d'y croire. Enfin, c'est évident. Il suffit simplement d'y aller, enfin, de le vivre. Si tout ce qui est fusionné ne peut pas être séparé. Vous prenez juste cette phrase en physique quantique, on est tous d'accord. Tout ce qui est fusionné ne peut pas être séparé. Très bien. Donc, regardez le propre même de la vie, c'est d'abord de la fusion. Pour pouvoir mettre des enfants au monde. Une ovule fusionne avec un spermatozoïde qui elle-même a fait ta. On est d'accord. Ben, ça fait comme un arbre. C'est comme si vous qui êtes une saison, vous me disiez, vous croyez à l'arbre? Ben, je dirais, ben oui, parce que ce qui te porte, c'est un arbre. Et est-ce que la fleur de l'arbre peut avoir conscience jusqu'aux racines de l'arbre? Et après les racines peuvent avoir conscience de la terre? Bien sûr. C'est un voyage. Quand on travaille avec les gens, souvent ils remontent par exemple dans les huttes de sudation. J'ai des gens qui sont remontés dans des camps de leur arrière-arrière-grand-mère et qui ne savaient même pas qu'elles avaient été dans des camps. Là c'est autre chose que les vies antérieures, c'est carrément remonter dans son arbre généalogique. On remonte dans sa lignée. Mais quand vous remontez dans votre lignée, vous remontez dans l'histoire de l'homme. Puisqu'on est là depuis le début, ben vous remontez à un moment dans l'atome. Et le schéma qui fait qu'à un moment, on rentre dans le vide qui est tellement plein, c'est comme si le monde était que des petits points, que vous deveniez à la fois le point et l'océan. Ma tache marron, c'est que ça. C'est pas extraordinaire. Je veux dire, c'est pas magique. Vous voyez, on veut regarder les choses comme de la magie. C'est pas magie. C'est juste la vie. C'est la vie qui est magique. C'est nous qui sommes, pour la comprendre, obligés de la réduire. C'est ça qui est dommage. Vous voyez? Alors je vais finir parce que c'est vrai que là, je suis partie. Je vais finir avec cette question que je pose à tout le monde de ce qu'est le bonheur pour vous. Quelle serait votre sensation du bonheur? Qu'est-ce que c'est? Je crois que le bonheur, c'est la capacité à saisir les petits moments de la vie qui se présentent comme un soleil. Je crois que on est tellement doué pour la souffrance. On sait très bien s'en sortir. C'est pour ça que les gens restent dans la souffrance, parce que le 3/4 du temps, c'est ce qui est le plus familier. Et puis résister, c'est comme ça. Et le bonheur, je pense que c'est vraiment un sourire quand on rencontre quelqu'un. Cette capacité à prendre cet instant, on ne le connaît pas, c'est pas grave, d'oser regarder les choses. Vous avez des arbres qui, dans ces villes complètement étouffées, maintiennent encore le cap, et de temps en temps, c'est réaliser qu'ils sont là. En fait, je crois que c'est un état où on réalise qu'on est avec quelqu'un, ou que l'eau est bonne, ou que... c'est cet état où tout d'un coup, on est conscient complètement qu'il y a quelque chose qu'on partage.
pas forcément avec quelqu'un, ça veut dire juste d'être en vie. C'est des états de conscience, et des états de conscience qui, par leur profondeur, nous donnent une très très grande légèreté. C'est ça pour moi le bonheur. Merci. Ah là là, quelle chanceuse je suis de rencontrer des gens comme vous. Merci, merci la vie. Et merci beaucoup de m'avoir reçue. Merci.